Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FiscActu, une émission de RCF Sarthe produite et animée par l'expert comptable Manceau Dominique Hubert. Dominique Hubert, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors chaque mois, FiscActu propose de décrypter et d'expliquer un point de fiscalité que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Dans cette émission, nous allons aborder la question de la vie du couple en matière de fiscalité. Mais avant d'examiner les aspects civils et fiscaux des différentes unions, il convient de rappeler les 3 situations qui peuvent aujourd'hui exister, que ce soit entre 2 personnes de même sexe ou différents. Dominique Hubert, c'est à vous. Voilà, tout à fait. Donc un petit préalable que chacun connaît. Il y a 3 possibilités pour organiser sa vie de couple. En effet, c'est d'abord ce qu'on appelle l'union libre. Mais l'union libre, il n'y a pas de contrat particulier. Voilà, on est ensemble, on vit ensemble. Il n'y a pas de lien juridique formalisé dans ce qu'on appelle l'union libre, même si, on le verra, on peut faire des testaments, des choses comme ça, mais l'union libre, voilà. Ce qu'on appelle quelquefois aussi, d'un nom qu'on n'aime pas trop prononcer, mais le concubinage, voilà. Mais le compagnonnage aussi, également, on aime le bien. compagnonnage également. Et puis l'autre qui existe depuis 1000 ans pratiquement, ou depuis presque que la Terre existe, eh bien c'est le mariage. Le mariage, chacun sait, qui est défini par de nombreux articles du Code civil qui définissent le mariage. Enfin, eh bien il y a une quinzaine d'années à peu près, est arrivée la notion de Pax. Pax, c'est le pacte de solidarité entre 2 personnes. Alors là, on a un lien juridique plus fort que dans l'union libre, mais pas aussi formalisé et avec autant de substance que le mariage. Sachant que peu importe la situation, nous sommes là pour non pas dire ce que nous pensons de telle ou telle situation, mais pour en voir les impacts en matière fiscale, bien évidemment. Et alors du coup, qu'il y ait des enfants, des biens en commun, quelle différence y a-t-il entre ces 3 situations ? Alors je distinguerai l'union libre. Dans l'union libre, en matière fiscale, c'est comme si, chacun était resté indépendant. Puisque en matière d'union libre, chacun va continuer à faire sa propre déclaration de revenus comme s'il était célibataire. En revanche, pour le mariage, depuis pratiquement toujours, il y a en France, parce que c'est une particularité française, il ne faut pas l'oublier, la notion de foyer fiscal. Le couple, compte tenu de ses intérêts communs, enfin on le suppose en tout cas, établit une seule déclaration pour les revenus du foyer fiscal, c'est-à-dire les 2 personnes qui font vie commune dans le cadre du mariage, plus les enfants si eux-mêmes ont des revenus. C'est cette notion de foyer fiscal avec le rattachement des enfants sur lequel nous reviendrons. En ce qui concerne le Pax, lorsque le Pax a été mis en œuvre, l'une de ses particularités, c'est qu'il n'est pas équivalent au mariage d'un point de vue civil, d'un point de vue répartition du patrimoine notamment, mais d'un point de vue fiscal, si nous sommes dans une situation de Pax, ce sera identique au mariage. Voilà, et je le dis souvent, le Pax ressemble à l'union libre d'un point de vue du droit civil, il ressemble au mariage d'un point de vue du droit fiscal. Donc dans le Pax également, on fera déclaration commune, il y a la notion de foyer fiscal et les enfants sont rattachés. Alors, puisque nous parlions des enfants, lorsque nous sommes en union libre, les enfants, le couple fera le choix, s'il y a des enfants, de les rattacher à l'un ou à l'autre. On pourra même rattacher à chacun, je ne vais pas dire un demi-enfant, mais il y a le système des parts, puisque dans un couple, chacun a sa part, une part pour le déclarant numéro 1, une part pour le déclarant numéro 2. Je dis volontairement déclarant numéro 1 ou déclarant numéro 2, puisque les sexes sont indifférents dorénavant, aussi bien dans le mariage que dans le Pax. Donc c'est comme ça que c'est l'usage d'appeler les... Oui, c'est un peu impersonnel, mais vous l'expliquez. C'est un peu plus impersonnel qu'avant, on dit plus monsieur et madame, puisque ça peut être monsieur et monsieur, madame, madame, bien évidemment. Donc, chacun des déclarants a droit à une part, et le premier enfant ouvre droit à une demi-part, le second enfant a une demi-part, et puis le 3e enfant, à partir du 3e enfant et les suivants, c'est une part complète pour favoriser la famille. Alors Dominique Hubert, plus spécifiquement en matière d'imposition et de solidarité, qu'en est-il du mariage ? Alors en matière de solidarité, les époux sont solidaires du paiement de l'impôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis marié, même à partir du moment où je suis paxé, si nous faisons déclaration commune,
les deux épouses sont solidaires. S'il y en a un qui ne paie pas l'impôt, eh bien, c'est celui, en fait, qui peut payer, qui paiera. Les impôts, eh bien, eux, ils vont chercher l'argent, c'est celui qui a l'argent. Donc, il y a une solidarité des époux par rapport à l'impôt. Lorsqu'on est marié en matière de solidarité, par exemple, par rapport à une dette, est-ce que ça compte ? Oui, alors, lorsque l'on est marié, eh bien, on est responsable des dettes de l'autre. Tout ça va dépendre du régime matrimonial. Si nous sommes en communauté, eh bien, nous sommes responsables, nous possédons les avoirs ensemble, les avoirs acquis depuis le mariage, donc nous sommes également solidaires des dettes. Si nous sommes en séparation de biens, là, chacun va être responsable de ses dettes, sauf les dettes courantes du ménage. Mais les dettes importantes qui ont été contractées, il n'y a pas de solidarité. Et alors, donc, toujours sur cette question d'imposition, de solidarité, comment ça se passe pour le Pacs ? Là, on vient de le voir pour le mariage, pour le Pacs. Eh bien, pour le Pacs, il y a une solidarité devant l'impôt également. En revanche, il y a, et là justement, souvent lorsque des gens se pacsent, ils ne s'interrogent pas assez sur le régime du Pacs. On sait que pour le mariage, on peut se marier en communauté, on peut se marier en séparation de biens. Eh bien, pour le Pacs, c'est la même chose. Si on ne fait rien dans le mariage, on se trouve marié en communauté. Et si on veut être en séparation de biens, il faut faire un contrat de mariage. Mais pour le Pacs, c'est le contraire. Si on ne fait rien, eh bien, on se trouve être en séparation de biens. Cela signifie que tout ce que l'on possède, c'est à chacun. Chacun a ses propres biens, ses propres dettes. Mais on peut choisir un régime de communauté dans le Pacs. Ce qui signifiera que tout ce que l'on va acquérir à partir du jour où nous sommes pacsés appartiendra moitié-moitié aux deux. Et dernier type d'union, l'union libre. Quelles sont les règles ? Alors, en union libre, eh bien, chacun est le maître de son patrimoine, chacun est responsable de ses avoirs, chacun est responsable de ses dettes. L'union libre, en définitive, c'est comme si, d'un point de vue juridique en tout cas et fiscal, je n'étais pas marié ni pacsé, c'était resté célibataire en quelque sorte. C'est deux célibataires qui cohabitent ensemble en quelque sorte, l'union libre. Et alors, question pour vous également, Dominique Hubert, en fonction de ces différents types d'unions, qu'en est-il en matière de pension de réversion ? Et tout d'abord, qu'est-ce que ce principe de réversion de la retraite, finalement ? Tout à fait. Alors, vous avez raison de poser cette question, Valérie. C'est une question qui nous est souvent posée. Alors là, nous ne sommes pas dans la matière fiscale, mais ça préoccupe quand même les personnes de se dire, nous vivons en couple depuis des années, si l'un de nous décède, que se passe-t-il au niveau de sa retraite ? Est-ce qu'une partie de sa retraite sera reversée ou non ? Alors là, c'est assez complexe. Déjà, une chose est certaine. Le seul régime qui permet une reversion de la retraite du conjoint, c'est le mariage. Si nous sommes en union libre, il n'y a pas de pension de reversion. Si nous sommes en Pacs, il n'y a pas, et peu de gens le savent, il n'y a pas de reversion. La seule situation qui permet une reversion, c'est le mariage. Et du coup, si j'ai été mariée plusieurs fois. Ah oui, alors si j'ai été marié plusieurs fois, eh bien, le fait de se remarier, déjà peut-être expliquons ce qu'est la pension de reversion. Donc la pension de reversion, c'est percevoir une partie de la retraite de son conjoint. Alors, on distingue dans le régime général, le régime de base, les gens qui sont concernés le savent, il y a la retraite de base qui est versée par la sécurité sociale, en gros, par le régime général, et il y a la retraite complémentaire. Attention, pour pouvoir bénéficier du régime, de la reversion d'une partie du régime général, il ne faut pas que les revenus du conjoint survivant soient supérieurs autour de 25 000 € par an. Tout autre revenu confondu, c'est-à-dire la propre pension de la personne ou bien des revenus fonciers ou d'autres catégories. Voilà, ça c'est pour la retraite de base. Maintenant, les retraites complémentaires dans le régime privé sont acquises de toute façon, c'est 60% de la retraite complémentaire. Donc ça c'est un débat à avoir en couple, bien évidemment. Que se passe-t-il si demain tu décèdes ? Eh bien, j'aurai droit à quoi ? Ça c'est une question que se posent les gens. Dans le régime de la fonction publique, c'est encore autre chose. En revanche, le fait de se remarier prive de la pension. C'est-à-dire, j'ai été marié, je suis veuve ou je suis veuf, j'ai droit à la pension de réversion. Si je me remarie, je perds le droit à la pension de réversion de mon premier conjoint. Et question subsidiaire, je suis une femme qui a divorcé au bout de tant d'années de quelqu'un qui est décédé et qui s'est également remarié. Est-ce que je peux prétendre Eh bien là, la réversion, elle se partage entre les différents conjoints au prorata de la durée du mariage. Alors cette émission s'achève. Dominique Hubert, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des aspects civils et fiscaux des différentes unions.
Merci à vous de m'avoir interviewé là-dessus et puis aux prochaines émissions. Et quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle émission avec notre expert comptable Manceau, Dominique Hubert. Pour écouter tous les podcasts de FiscActu, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission FiscActu.